Nous allons avoir le plaisir aujourd'hui d'évoquer un monde étonnant, celui des polars, c'est-à-dire des années 50. Un monde qui va nous replonger dans des années bien oubliées aujourd'hui pour les plus jeunes, avec deux invités de grande qualité, notre ami Philippe Randa, notamment, qui interviendra pour parler aussi d'un très très grand auteur de ces années-là. Il nous laissera le plaisir d'ailleurs de nous parler de son lien de parenté, d'ailleurs qu'il a avec. Enfin ça, je laisse Philippe le faire avec grand plaisir. Et puis Alain Pocard, que nous présenterons également. Il n'est pas seulement président du Club des Ronchons, mais aussi il a de multiples d'activités depuis de nombreuses années. Alors, nous allons donc évoquer cette période avec quelques mots auparavant, parce que dans l'esprit des gens, le polar, ce sont avant tout des romans américains de Peter Cheney, de Jeff Chandler, de Chester Himes, etc. Il est vrai que lorsque ça a commencé en France, juste après la Seconde Guerre mondiale, en 1945, on a avant tout eu l'occasion de découvrir ces auteurs, mais très peu de temps après, vers 47-48, la série noire notamment va proposer de grands auteurs français, et nous allons donc évoquer cela tout au long de cette émission. Alors, comme premier intervenant, si j'ose ainsi choisir entre les deux personnes qui sont à côté de moi, Alain Pocard. Alain Pocard, je sais que vous êtes, comment dirais-je, un fidèle lecteur de la série noire depuis de nombreuses années. Oui, beaucoup moins maintenant. D'abord, elle existe quasiment plus. C'est vrai, voilà. Si vous voulez nous évoquer, par exemple, la personnalité de son fondateur, on peut dire Marcel Duhamel. Donc, nous sommes en 1945. Marcel Duhamel, un petit mot avant de vous laisser poursuivre sur ce sujet. Marcel Duhamel est un touche-à-tout un peu dans le milieu de l'édition. Il était traducteur, il était très lié aux surréalistes. Il a fréquenté le 14e arrondissement que nous aimons tous les deux, puisque nous y avons vécu. Enfin, moi, je n'y vis plus, mais vous, je crois que vous y êtes toujours. Le 14e, puisqu'il a habité pendant des années, juste après la guerre, 54 rue du Château, dans une maison qui était fréquentée par les surréalistes. Il a fréquenté à cette époque-là aussi, bien sûr, le Saint-Germain-des-Prés, où il va rencontrer Boris Vian. Il va proposer à Boris Vian la traduction d'un polar, et donc ça va permettre aux Français de découvrir Peter Cheney, puisque je crois que le titre c'était Ladies Don't Care, les femmes sans balance. Fait penser aussi à Eddie Constantine, qui aura le rôle de Lemmy Cochon dans le film éponyme, en fait. Voilà. Alors, cher Alain, si vous voulez nous dire un petit peu un mot sur cette série noire. Marcel Duhamel, avant-guerre, il est comédien. C'est lui qu'on voit dans le film de Marcel Carnet, Drôle de drame. C'est le monsieur qui veut toujours aller aux enterrements pour... il a un rôle récurrent, mais qu'on voit peu quand même. Et je crois qu'il a dû faire... Beaucoup de gens aussi, à cette époque, ont fréquenté le groupe Octobre, qui était une sorte de groupe paracommuniste où on trouvait Prévert, Mouloudji, Francis Lemarque, qui vont devenir des grands de l'après-guerre. Et effectivement, il va fonder en 1945 la série noire. Alors, ça a été très critiqué par la suite parce qu'il mettait des titres qui n'avaient pas forcément à voir avec le titre original. Raymond Chandler, par exemple, dans ses lettres, dit « Je reçois la traduction française de Little Sister », qui veut dire, tout le monde le sait, petite sœur, et ça s'appelle « Fais pas ta rosière ». Alors, Chandler regarde dans le dictionnaire ce qu'est une rosière, et c'est pas tout à fait pareil. En plus, il y avait des questions de calibrage c'était les fameuses séries noires cartonnées, les 400 premiers numéros, noirs avec la bande jaune, et il a traficoté un peu. Mais malgré tout, il nous a fait découvrir énormément de chefs-d'œuvre. Alors, on n'aime pas. Moi, j'aime pas tellement Chandler ni Hammett, mais j'aime beaucoup David Goodis et William Irish. Bon, voilà. Et donc, il a joué un rôle capital pour une littérature qui rompait avec l'ennui des années 30, ce qu'on appelle le whodunit, ou done it, qui l'a fait. Qui a tué. Le problème d'un whodunit, c'est quand vous l'avez lu une fois, si vous avez de la mémoire, vous n'avez pas envie de le relire. Tandis qu'on peut avoir envie de relire un William Irish, un John McPartland, un Harry Whittington, un Charles Williams, etc. Et lui, on appelait ça aux États-Unis, cette façon des histoires de dur où on cherche pas forcément le gars qui a tué,
Mais on peut voir d'ailleurs le crime dès le début du bouquin, voilà. Et ça s'appelait les hard-boiled, les histoires de dur, quoi. Voilà, c'est un peu les deux oppositions entre ce qui sera après l'occupation, à la libération, les histoires de dur avec la série noire, avec une autre série qui a commencé un petit peu, mais il l'a arrêté parce que ça faisait double emploi, la série Blême, où il y avait surtout de William Irish. Et puis les éditions du Masque qui, eux, imperturbablement, continuaient à publier des douairières anglaises. Donc là, on va voir apparaître les premiers Français, les premiers auteurs français qui vont se faire connaître à travers la série noire. Je pense à Albert Simonin et à bien d'autres, et aussi le Breton, Auguste Le Breton, dont certaines de leurs œuvres vont être adaptées au cinéma. Et je sais que vous êtes très féru dans ce domaine. Quels sont les films de ce début des années 50 qui vous ont marqué ? Oh bah vous savez, à l'exception de Durififi chez les hommes, qui est avec Jean Servet, tous les grands polars français des années, fin des années 40, des années 50 et même un petit peu début des années 60, ce sont les films avec Jean Gabin. Hein. Avec Touchez pas au Grisby. Et sa bande, sa fameuse bande. On a justement, la première fois, on a aussi l'idée de mettre une musique qu'on pourrait appeler en bon français de bluesy. Hein, avec harmonica ou trompette. Alors, le touchez pas au Grisby, c'est n'y touchez pas, tant pis pour elle. Et c'est de Jean Vienner. Après, on a, alors, le rififi chez les hommes, ça c'est pas Gabin, c'est Servet. Là, c'était, vous avez l'air d'entrer avec dalle au rififi, voilà. Et puis après, un des chefs-d'œuvre de Gabin, de Jean Delannoy, Maigret en un piège, avec la musique de Misraki, la précédente étant de Philippe Gérard. Vous connaissez ce chef-d'œuvre, Maigret en un piège. 1958. Voilà, je crois que c'est Paul Desjardins, je crois qu'il le chantait. Oui. Voilà, en 1958. Si vous voulez nous donner j'ai un petit trou de mémoire, mais ça va me revenir tout de suite. Non, ça va me revenir. Ça va me revenir. Voilà. Mais enfin, c'est un chef-d'œuvre absolu, ça met Maigret en un piège, voilà, alors, avec des acteurs très autour. Important, c'est que Boris Vian, excellent critique de cinéma, excellent critique de jazz, très bon traducteur, écrivain extrêmement médiocre, va quand même faire un bon polar, mais c'est un faux. Vous savez, c'est le fameux « J'irai cracher sur vos tombes » de Vernon Sullivan, traduit de l'américain par Boris Vian. Et on dit qu'il y aurait une suite, mais on ne la trouve pas. « J'irai tomber sur vos crachats », mais on a beau la chercher, on ne la trouve pas. Voilà un petit peu le... Donc, c'est l'avènement de la bande à Gabin aussi. Vous avez écrit d'ailleurs un ouvrage sur cette fameuse... On n'arrive pas à m'arrêter, vous voyez. Et on se rappelait notamment d'acteurs comme Paul Francoeur, qui était... alors, on a parlé de Maigret en un piège. Ça me revient. Ça ne sert à rien, je vais le prendre plus bas. Ça ne sert à rien de chercher à comprendre. Ça ne sert à rien. Et tous ces films étaient très forts car ils étaient quasi exclusivement tournés en studio, qu'ils se déroulent dans le Marais comme Maigret en un piège ou d'autres. Et c'était plus vrai que nature. Et puis le moindre second rôle était tenu par des acteurs étonnants. C'est les débuts notamment d'Annie Girardot, me semble-t-il. C'est aussi... Jeanne Moreau qui prend une baffe dans la figure, peut-être même la perd d'ailleurs, dans Touchez pas au Grisby. Touchez pas au Grisby. Mais vous avez un tort de dire qu'il y avait que la série noire. Il y avait aussi d'autres collections. Il y avait la collection des presses de la Cité que le grand éditeur Nielsen avait créée, qui était la collection Un mystère. On a vu des gens excellents aussi. Ils avaient beaucoup de William Irish d'ailleurs. Mais on a vu aussi des auteurs français qui n'ont jamais publié en série noire et qui ont fait une très belle carrière aux presses de la Cité. Je crois qu'il y a une mauvaise interprétation, enfin pas d'interprétation, un mauvais film autour de William Irish, La sirène du Mississippi. C'est quand même pas Le Truffaut, c'est une honte, c'est un chef-d'œuvre absolu, La sirène du Mississippi. Le livre par lui-même est tout à fait étonnant. Non, mais enfin bon, on va pas parler de Truffaut, quoi. Et
on a également alors la chance d'avoir avec nous Philippe Randa. Alors Philippe Randa, c'est un ami de, je sais pas, on dira pas le nombre d'années, ça nous rajeunira tous les deux. Philippe qui est éditeur, qui est journaliste, qui est écrivain, qui a écrit plusieurs dizaines d'ouvrages, etc. Qui aussi, alors c'est ce que je disais au tout début de cette émission, a très bien connu un des plus grands auteurs des éditions Fleuve Noir, qui s'appelait, je crois, André Duquesne. Est-ce que ça vous dit quelque chose, cher Philippe ? Ça me dit effectivement quelque chose. Donc, effectivement, si vous voulez évoquer la mémoire tout ce que vous d'André venez Duquesne. de dire, très gentil sur moi, c'est un peu à cause de cet André Duquesne-là que ça existe, que j'existe, vu que c'était mon père, effectivement. On l'aura compris. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a très bien expliqué Alain Pocard. Là, déjà, la vocation, parce que mon père était romancier, de romans policiers et de romans de science-fiction, un petit peu d'angoisse, mais surtout policier et angoisse. Mais ce qui lui a donné la vocation, il a toujours voulu écrire, mais ce qui a la vocation d'écrire des romans policiers et qui lui a permis de faire toute sa carrière, c'est la série noire. Il m'a expliqué, alors je me perds un peu dans les dates, on va mettre ça disons pendant la guerre, j'espère ne pas faire une grosse erreur. Bref, un jour il va chez son libraire, et là il y a cette nouvelle dans un présentoir, et il y a plusieurs exemplaires, une série noire. Il en prend un, il est curieux. Il rentre chez lui, il le lit, il retourne, il fonce chez le libraire et il achète tous les exemplaires disponibles. Et je dirais que sa vocation est peut-être née de là, grâce au premier, donc à tous les chefs-d'œuvre qu'a énuméré Alain Pocard, vraiment l'illumination. Et il s'est mis donc à écrire. Il était en Suisse, il était belge, mais il vivait en Suisse. Et il arrive en 1946, après la guerre, et il se met à écrire des romans policiers. Il en a écrit quelques-uns pour en Suisse, et il en a écrit quelques-uns chez des petits éditeurs. Et en fait, il était payé, on lisait même pas ses livres, mais il fallait qu'il amène le manuscrit terminé, on lui payait un petit forfait. De quoi tenir à peu près un mois pour le temps d'en écrire un autre. Et donc il vivait, ça a son importance, à l'hôtel. Il avait 2 chambres, une pour dormir, une pour écrire, pour son bureau. Et c'était un hôtel où venaient vivre des prostituées, mais où elles ne recevaient pas leurs clients. Je reviendrai d'ailleurs dessus parce que ça lui a donné nombre de sujets de ses livres. Et donc il écrit un livre, il va porter son manuscrit dès qu'il l'a terminé, il a hop, ses sous et tout, et un jour il arrive, et qu'est-ce qu'il voit ? L'éditeur est parti en vacances, c'est le 31 juillet, je crois que c'était le mois de juillet, 1 mois en vacances. Donc 1 mois il se retrouve avec son manuscrit sur les bras, et il n'a pas de sous, parce qu'il était payé... il rentre bien dépité. Bon, il va en écrire un autre en attendant, ça lui en fera 2 quand l'éditeur reviendra de vacances. Quelle idée que les éditeurs partent en vacances. Qu'est-ce qu'il va faire de son manuscrit ? Allez, il l'envoie à cette série noire. Il dit, plutôt que de le garder là, je l'envoie à la série noire. 1 mois, il restait 13 jours, m'a-t-il dit, sans manger. Il mangeait, en fait, il partageait son croissant le matin qui était servi à l'hôtel avec son petit chien qu'il avait à l'époque. C'est mon parrain, l'acteur Paul Mercet, qui était son meilleur ami, il l'a appelé un jour. Mon père dit, là, je commence à avoir vraiment touché le fond, donc c'est mon parrain qui l'a dépanné, parce que le mois d'août à Paris, quand pas un sou, rien. Bon, bref, l'éditeur revient. Alors, à ce moment-là, il en a écrit un autre qui va lui porter toujours pour le petit forfait et tout ça. Et il se dit, tiens, celui de la série noire, faut que je le récupère. Bon, pas de nouvelles, ils en veulent pas. Bon, il appelle la série noire, il tombe sur le Standard et il dit, voilà, j'ai envoyé un manuscrit. Bon, je pense qu'il n'a pas été retenu, mais je voudrais bien le récupérer parce que je peux le placer ailleurs. Bon, oui, vous êtes comment ? Vous appelez comment ? André Duquesne ? On trouve pas. Il dit, mais si je voulais envoyer, vraiment, c'était début août. Il dit, non, je regarde dans tous les manuscrits qu'on doit renvoyer. Non. Enfin, il se déplace même à la série noire pour aller le chercher. Sauf qu'il a le billet, il a de quoi payer un ticket de métro, de bus ou de métro pour l'aller, mais pas pour le retour. Vous voyez, c'était la dèche complète. Et il arrive à la série noire, au Standard, donc il dit, André Duquesne, il cherche André Duquesne, il dit... Et il finit par s'exclamer, c'est une histoire de fou. D'ailleurs, le manuscrit s'appelle Freunden, qu'on voit d'ailleurs, que vous avez très gentiment exposé là. Il dit quoi, c'est vous l'auteur de Freunden ? Il dit oui, je dis, c'est l'histoire de fou, on trouve plus le manuscrit. Puis
Et mon père ne faisait pas de double à l'époque. Il envoyait comme ça, il n'y avait pas de photocopie, ça n'existait pas d'ailleurs à l'époque, pas de double. Il dit attendez. Et là, on a appelé Marcel Duhamel, il dit l'auteur est là. Parce qu'il l'avait lu tout de suite, il était parti en vacances avec Marcel. Il avait reçu au début août, lui aussi était parti en vacances, il avait pris un certain nombre de manuscrits, dont celui qu'ils avaient reçu, parce qu'il lisait Et donc il a reçu mon père, il reçoit mon père et la carrière de mon père a démarré pour cette succession de. Et ce jour-là, on lui a donné une avance assez conséquente, effectivement, qui n'avait plus rien à voir avec ce que son. Donc Marcel Duhamel a été à l'origine, en fait, on peut dire de la carrière d'écrivain d'André Duquesne. Tout à fait. Voilà. Je donnerai une autre précision, c'est que aujourd'hui, ça semble invraisemblable d'écrire sans garder un double de ce qu'on a écrit. J'ai appris longtemps après que Frédéric Dard envoyait ses manuscrits San Antonio par la poste. Il a fait ça pendant des années, sans jamais avoir de double. Il faisait pas avec des carbones. À l'époque, on faisait des carbones pour les manuscrits. Et un jour, le manuscrit n'est pas arrivé. Alors là, ça a été, parce que c'était programmé, et puis c'était un San Antonio inédit, c'était une vente énorme. Là, ça a affolé tout le monde. Finalement, le manuscrit est arrivé, et c'est depuis ce jour-là où Frédéric Dard, mais c'était peut-être 20 ou 30 ans après qu'il ait commencé à écrire. Voilà. On faisait trop confiance à la Poste, d'ailleurs. Oui, non, on est confiant. Non, mais ça leur venait pas à l'idée. Je dirais, c'est un peu comme aujourd'hui. Moi, avec l'informatique, je dis à tout le monde, faites des copies, parce que l'informatique, votre ordinateur peut exploser, peut casser, peut brûler, si vous n'avez pas de copie, vous perdez tout. Ça me fait penser à une, à une scène, le Cave se rebiffe notamment, où il se trouve dans l'imprimerie où il y a Maurice Biraud, enfin, où est censé se trouver Maurice Biraud, qui n'est pas là. Bon, on va pas revenir sur l'histoire en général, mais à un certain moment, Gabin déclare, on va faire confiance à, finalement, ce qui marche toujours et ce qui marche le mieux en France, la Poste. Voilà. Et qui est même qui fait l'admiration du monde entier. Du monde entier, voilà. Dans mon métier aujourd'hui d'éditeur, où je vends beaucoup par correspondance, évidemment, je travaille tous les jours avec la Poste. La Poste a une réputation exécrable parmi les clients, parmi les gens. Globalement, ça marche quand même pas bien. Si mal que le ça, problème, c'est que les délais ne peuvent jamais être certains d'être respectés, mais c'est pas pour ça que ça n'arrive pas ou qu'on ne perd pas. Il faut quand même reconnaître ça. Voilà, donc André Duquesne va devenir Peter Randa. Il va écrire 4 livres à la série noire, dont celui qui n'est pas sur la table jusqu'au dernier, qui sera adapté au cinéma par Pierre Billon. Avec notamment Jeanne Moreau, dont vous parliez tout à l'heure, Mijanou Bardot, la sœur de Brigitte Bardot, Raymond Pellegrin dans le rôle principal, Paul Meurice, et il y avait Jacques Dufilot, il y avait un certain nombre de... Et ensuite, il passera donc à la série... Parce que les auteurs, donc là, je reviens un peu à ces auteurs qui vivaient uniquement de leurs plumes, comme c'était l'époque où il y avait Léo Mallet, il y avait beaucoup de gens. Il ne faut pas croire que ces gens, ces auteurs, s'étaient bien payés pour leurs livres quand ça marchait, quand ils passaient à la série noire au Presse de la Cité. C'était très convenablement payé. Mais c'était pas une rente à vie. Donc, ils étaient obligés de produire beaucoup avec des succès. Léo Mallet n'a pas eu un succès immédiat. Après, il est devenu effectivement très connu à juste titre. C'est devenu célèbre, mais il a longtemps mangé de la viande, de la vache enragée, comme on disait. D'où l'obligation d'arriver à faire jusqu'à 250 ouvrages. Voilà. Et mon père a fait cette chose. Lui, il avait une grosse puissance de travail et il produisait énormément. Donc, ses rapports se sont un peu distendus avec Marcel Duhamel, mais il avait les presses de la Cité qui montaient en puissance, comme on dirait aujourd'hui, et donc il a fait, je crois, 14 livres aux presses de la Cité, et comme il produisait beaucoup, on ne pouvait pas lui publier autant qu'il produisait, donc il y avait un nouvel éditeur qui démarrait lui aussi, Fleuve Noir, dirigé par Armand de Caro, donc une partie de sa production, et en fait, il a
bien vécu de son métier de romancier parce qu'il produisait beaucoup et après il a surtout produit au Fleuve Noir. Oui, même dans Anticipation notamment, je crois En Anticipation. Il a connu bon nombre de ses confrères. Je pense à Jimmy Guilleux notamment, Jimmy Guilleux, notamment qui a écrit beaucoup aussi. Fait. Et alors, pour la petite histoire, puisque Alain Pocard a cité la série Blême, j'ai découvert un jour l'existence de la série Blême, parce que moi je connaissais la série Noire et tout, la série Blême, parce que mon oncle, le jeune frère de mon père, disait « Oui, les livres d'André, la série Noire, c'est bien, mais moi je préfère la série Blême. » Mais c'est une série qui n'a pas bien marché. Bon, mais il y avait au moins un admirateur de la série Blême, c'était mon oncle. Non, mais ça faisait double emploi. Ça faisait double emploi, oui, c'était... Et donc voilà le parcours des auteurs. Mais les auteurs à l'époque travaillaient pour... Alors il y a énormément de noms que l'on peut citer parce qu'ils ont été prolifiques. Et en fait, le Fleuve Noir a très rapidement pu publier, et ça marchait très fort à l'époque. La série Noire, ils étaient en concurrence, en rivalité, les trois, pendant des années, jusqu'au début des années 70. Et le monde du cinéma, donc, a commencé à prendre un petit peu le relais, donc oui, aider aussi beaucoup ces auteurs, notamment, puisque là, alors là, Alain, si vous voulez nous en dire un petit mot, on a alors, parlé je voudrais dire des mots. Est-ce que l'éditeur un peu escroc, est-ce que c'était pas le dénommé Gerber? Alors, non, oui et non. Gerber, c'est le petit éditeur à qui mon père payait au forfait ses manuscrits. Bon, c'était il était c'est un petit éditeur, mais qui a fait vivre quand même beaucoup de monde. C'était pas les éditions du Sonneur? Il a eu 36 maisons d'édition. Et il faut savoir que cet André Gerber a continué de l'édition et a réédité beaucoup de livres de mon père longtemps après. C'est pas les deux, la gare, c'est Crime à revoir, ils ne sont pas là. Mais effectivement, à chaque fois, il leur payait des forfaits et tout ça. Et un jour, alors, pas escroc. C'était différent. C'était un jour, mon père découvre parce qu'il y avait une distribution à part dans les cafés, dans les bars et tout. Ils avaient parfois des rayons de presse. C'est de presse, dans lequel il y avait des romans policiers. Et un jour, mon père prend il en regarde un comme ça, il l'ouvre et dit, mais sous un autre titre et un autre nom, il en a eu plein comme ça, dont Jimi Hendrix, rien à voir avec le chanteur, un coup Jimi Hendrix, un coup Jim Hendrix, puis des noms pas possibles. Il dit, mais c'est mon livre ça. Mais alors, l'éditeur c'est qui? Et c'était André Gerber. Donc, il l'appelle et il lui dit, mais dis donc, t'as arrêté de me dire, ah oui, c'est bien possible et tout. En fait, tu me l'as pas payé, parce qu'il se tutoyait. Il dit, non, mais je vais te le payer et tout. Mais il dit, mais tu te rends compte ce que tu fais là, en changeant le titre, changeant le nom, moi je pourrais te faire un procès. Ah, il dit, oui, enfin, tu pourrais aller en prison. Il dit, oui, mais alors, est-ce que tu pourrais faire ça, septembre, octobre, je préfère passer l'hiver en prison plutôt que l'été, si tu es d'accord. Bon. Et pour la petite histoire, puisque vous avez dit que j'étais devenu éditeur, à l'époque où j'étais très jeune, donc j'étais adolescent, mon père a toujours pensé que je serais écrivain. Effectivement, moi il m'a pas obligé, c'était entendu comme ça, voilà, c'était sans obligation. Et mais il me dit, il faut que tu connaisses le menu d'édition et tout. Tu vas aller faire je vais demander à André, il s'appelait quoi, il avait le même prénom, André Gerber. Tu vas aller chez André Gerber, il va t'apprendre tout pour le métier de l'édition. Il a raconté ça à un autre éditeur qu'il connaissait bien aussi et qui lui a répondu, il dit, vous voulez envoyer votre fiche chez Gerber, vous voulez en faire un escroc? Alors, effectivement, Gerber avait cette réputation d'escroc, mais que c'est pas escroc, il avait juste oublié de dire à mon père qu'il rééditait ses livres sous d'autres noms, sous d'autres titres. Mais après, il lui payait. Et du coup, mon père lui dit, mais il y en a d'autres comme ça que tu as fait comme ça? Ah, il dit, peut-être, trouve-les, tu me les apportes, moi je te les paye, pas de problème. Et du coup, j'ai été chargé d'aller faire le tour de tous les bars, non pas pour boire, pour aller voir le rayon presse, et je regardais alors je connaissais ses livres, et je me disais, tiens, ça c'est mon père, j'achetais, et hop, je lui ramenais et il allait se faire payer. Ça faisait partie, oui, bon, c'est... Ah non, mais c'était une époque où il y avait énormément de petites collections, et pourquoi j'ai parlé de Gerber? Parce que j'étais très, très pote avec Michel Lebrun, qui est un des grands du polar français, et il s'appelait Michel Cade, et il était tombé sur son premier éditeur, c'était Gerber, qui lui disait,
Voilà, vous savez, avec moi, il n'y a pas 36 solutions. Vous avez 10%, mais dans un an, ou alors j'ai 60 000 francs. Oui, c'est ça. Et, ils étaient... Alors, Lebrun a sorti ses premiers... Alors, après, quand on tombait par hasard dans la rue sur Gerber, la première chose qu'il disait à un auteur, c'est « J'ai pas d'argent sur moi !» Bon. Mais en tout cas, il a fait ses premiers bouquins là dans des petites collections. Alors, comme il s'appelait Michel Cade, il a Michel Leclerc, Michel Lenoir. Et c'est quand il est arrivé à la presse de la Cité qu'il s'est appelé Michel Lebrun. Et Lebrun, mais Lebrun m'a dit, ce qui rapportait quand même énormément, c'est qu'il y avait vraiment un genre cinématographique populaire en France, qui était le cinéma policier. Et c'est là où on gagnait de l'argent, parce qu'on était scénariste, voilà, c'était d'ailleurs artisanal. Il m'a raconté qu'un jour, un producteur, il dit, il faut absolument me faire le scénario. Oh, j'ai pas envie. Le gars l'a enfermé. À 700 km de Paris. Il m'a dit, je suis revenu dans la nuit quand le boulot était terminé. Voilà, mais c'était toute une époque qu'on ne peut pas revivre. Mais ces petits éditeurs, oui, plus ou moins Marlou et tout ça, ont quand même permis à tous ces auteurs, Michel Lebrun notamment, de faire leur classe. Et de faire leur classe, d'être publiés, d'être même payés, parce qu'ils étaient mal payés, très mal, mais voilà. Mais ça leur mettait le pied à l'étrier, quoi, et ça leur permettait ensuite d'accéder aux maisons d'édition. Ils avaient fait leur preuve, quoi. Alors pour faire un lien avec le monde du cinéma dont j'aimerais que vous nous parliez, Alain, vous avez cité le nom de votre parrain, Paul Mercey, qui est un acteur, un second rôle extraordinaire, qu'on a oublié aujourd'hui. Je crois qu'il est dans Les Tontons, dans Les Tontons Flyers. C'est le premier à mourir. C'est lui qui dirige la salle de jeu du bowling. Il est dans le bowling, au bowling, absolument. Et donc, c'est lui qui fait le sketch des routiers, ça parlera à certains, avec Jean-Yann. Voilà, c'est le deux, ils sont tous les deux. Voilà, donc qui a aussi indirectement fait partie de la bande à Gabin. Vous avez écrit un livre d'ailleurs, La bande à Gabin. Si vous voulez nous en dire. J'ai pas écrit La bande à Gabin, j'ai écrit La France de Jean Gabin. La France de Jean Gabin. Car je pense qu'il y a 3 personnes au XXe siècle qui symbolisent la France, c'est les 3 G. Jean Gabin, Sacha Guitry et De Gaulle. Voilà. Donc j'ai mis, comme j'avais pas, vous savez, c'est très difficile. J'ai écrit sur Guitry, mais écrire sur De Gaulle, c'est quand même pas facile. Faut le dire. Bon. Donc j'ai préféré écrire sur Gabin. Mais il est certain que Gabin, et d'ailleurs, c'est pas dès son retour en 47 ou 48, il fait un film qui s'appelle Miroir, qui est un polar. C'est un type qui a une double vie, qui est à la fois un homme d'affaires un peu véreux et en même temps un truand. Donc le nom du polar français est absolument lié à Jean Gabin comme vedette. Mais Jean Gabin, c'est la France. Ces films continuent d'être vus. Quand on les passe même le dimanche après-midi sur France 3. Enfin voilà, c'est Gabin, c'est la France, c'est le polar français. C'est plein d'autres choses encore, car c'était un acteur exceptionnel. Je pense. Bref, donc bon, je suis un petit peu critique du polar français, mais pour 2 raisons. D'abord, au cinéma, les années 50, c'est des films vraiment noirs. On sent que les gens, ils ont encore dans les pattes l'occupation, les derniers rationnements qui doivent s'arrêter vers 50. Bon, il y a encore des rationnements. Donc, on a vraiment des œuvres très noires, comme Le Rouge et Mis, même s'il y a des éléments un peu de comédie dans Le Désordre et la Nuit, mais c'est quand même des films très très noirs. Il y a cette scène extraordinaire où Danielle Darieux avoue qu'elle a tué son amant. Elle dit ce dialogue d'Audiard magnifique, et je demande à toutes les jeunes femmes qui nous écoutent de nous dire si c'est confirmé ou pas. Mon mari m'a rendu heureuse pendant des années. Mon amant m'a rendu folle dès le premier soir. C'est l'acteur Roger Hanin, d'ailleurs, qui tenait, je crois, oui, c'est lui c'est l'amant qui se fait flinguer et tout. Donc, à partir des années 60, on va avoir des polars vont être adaptés en comédie. Alors, Le Cave sur Bif est un chef-d'œuvre, très supérieur d'ailleurs à mon avis au Tonton Flingueur, qui est un film mal fait, où le scénario est bâclé. Mais on va avoir encore d'autres films, par exemple Le Baron de l'Écluse, qui est un roman de Simenon. Il faudrait peut-être qu'on parle aussi un petit peu de Simenon, qui lui était aux presses de la Cité d'ailleurs. Je crois qu'il fera l'objet d'ailleurs d'une émission. Très bien. Bon, le Baron de l'Écluse est un film, est un roman, c'est pas un polar, mais c'est un roman noir. Et là, on en fait une comédie avec Gabin qui joue un peu le rôle d'un saligo, mais comme c'est Gabin, on le trouve sympathique quand même. Bon, ça c'est la première chose le reproche que je fais
au polar cinéma à partir des années 60. Et il y a une deuxième chose, c'est la politisation du polar. Ça, Lebrun, qui écrivait aussi un guide, un almanach du polar qui paraissait tous les ans dans les années 80, bon, il me disait, pourtant lui, il était plutôt un art de gauche, bon, mais il me disait, les gens achètent un polar pour se délasser, pour lire, par exemple, ils prennent le train pour Bourges, voilà, ça fait 2h30, on lit un polar en 2h, 2h30, voilà, on achète ça pour se délasser. Il était contre le polar engagé. Or, on a eu un polar engagé à partir de Jean-Patrick Manchette, personnalité qui n'est pas dénuée de talent, mais qui écrivait bien. D'ailleurs, il était pas d'extrême gauche, il était d'ultra gauche. C'est pas tout à fait la même chose. Mais alors, malheureusement, il a un défaut rédhibitoire pour moi, qui l'assimile à des gens comme Flaubert. Il n'aime pas ses personnages. Et ça, quand on est un bon écrivain, et surtout un écrivain de polar, on aime ces personnages. On aime les salauds, on aime les idiots, on aime les imbéciles, on aime tout ça. Je voudrais rebondir sur ce que dit Alain Pocard, parce que c'est très important, effectivement. Il y a un moment, il y a eu une jointure où le polar a voulu être politisé à mort, enfin des gens ont voulu politiser et ont politisé le polar, alors qu'avant les auteurs avaient leurs idées. Je vais prendre deux exemples. Mon père et un autre auteur pilier du Fleuve Noir, J.J. Arnaud. Mon père étant assez modérément de gauche et J.J. Arnaud étant assez modérément de droite. Franchement, les gens ont compris. Sauf que dans les livres de mon père, comme dans ceux de J.J. Arnaud, c'est avant tout une histoire, avant tout on veut captiver les auteurs, où on voit bien au détour d'une ligne, il y a une réflexion et tout, que l'auteur, voilà, bon, mais c'est pas plus, il n'écrivait pas pour faire passer des messages politiques, alors que brusquement est arrivé avec les années 70, l'après-mai 68, et une collection qui a jamais marché, qui s'appelait la collection Engrenage, qui a d'abord été chez un premier éditeur qui n'a absolument pas fonctionné, et qui ensuite a été reprise au Fleuve Noir, à l'époque où j'y collaborais, où j'écrivais des livres pour le Fleuve Noir, où je me rappelle l'éditeur, qui pourtant, Dieu sait s'il n'était pas de gauche, me dit « Ah, nous allons reprendre Engrenage avec tel auteur, ah là, le souffle, ça va être... » Mais c'était quoi? C'était déjà le Miroir aux Alouettes, ça y est, on va avoir des articles dans Libération, on va être dans le vent, on va être formidable. Donc ils ont lancé cette collection, ce qui a permis à un de mes amis, qui n'est pas de gauche, Bruno Favridge, de faire son premier roman policier dans cette collection, mais c'est l'exception. Tous les autres étaient bien gauche, voire d'extrême gauche, et ça ne fonctionnait pas. Il y a eu des Lebrun qui étaient excellents. Lebrun a dû faire un engrenage, je fais l'exception. L'Opéra de Katsu, et surtout Loubar et Pécuchet, qui est une petite merveille. Qui est exceptionnel. Le gars qui dirigeait ça était un ancien chauffeur de taxi qui s'appelait Alex Varou. Alex Varou, oui. Mais le pire, c'est pas cette collection-là. Le pire, c'est la série noire elle-même, quand elle a été reprise par Patrick Raynal, et il n'y en avait plus que pour les immigrés en grève et tout. Or, je dis... Pourquoi d'ailleurs ne pourrait-on pas soutenir des immigrés en grève, mais pas dans un polar? Un polar, c'est fait pour se délasser. Le problème n'est pas de savoir ce qu'on pense des immigrés, de tout ça. Le problème est qu'on écrit un roman policier pour capter. On fait pas ça pour passer un message politique. Quand les gens veulent, qu'ils soient de droite, de gauche, de quelque chose, faire leur obsession est de faire passer un message politique, ils cassent les pieds à tout le monde. C'est plus la même chose. On peut sentir la sensibilité d'un auteur, mais pas... Philippe dit quelque chose qui est juste aussi. Ça n'empêche pas, même de temps en temps, au détour d'une phrase. Je vais donner deux grands exemples. Un Américain de la série noire, même s'il a été en série blanche aussi d'ailleurs, Horace McCoy, l'auteur d'On achève bien les chevaux, qui a fait deux polars magnifiques, dont un qui s'appelle Un linceul n'a pas de poche, magnifiquement trahi par Jean-Pierre Mocky au cinéma. Bon, il y a un gars qui lutte contre la corruption, alors il y en a un qui dit tu devrais t'engager au parti, ouais mais ça me plaît pas. Bon, mais on n'oblige personne. Et Jean Amila, qui est un écrivain important de la série noire, un de mes préférés en tout cas, qui s'appelait de son vrai nom, et ben voilà, encore un trou de mémoire, bon, il avait Jean Meckert. Il avait publié avant-guerre un bouquin qui s'appelait Les Coups, excellent, une sorte de Céline lisible, on va dire, parce que bon, sans toutes les affaîtries qui ont fait de Céline, à mes yeux, un emmerdeur. Bon.
et ça n'a pas marché. Et alors, le génie de Duhamel, c'est qu'il allait voir des écrivains qui avaient fait 1, 2, 3 auteurs en série blanche, et il les dévoyait pour la série noire. Et d'ailleurs, les types étaient contents parce que ça devenait des films, comme par exemple Le Doulos, ou Lambès qui avait fait aussi 2 ou 3 séries blanches, et il a fait une série noire, La Horse, qui est un des très bons Gabin, etc. Et Jean Amila, que Lebrun surnommait l'homme rouge du roman noir, a fait quelques bouquins, mais alors avec des circonstances sociales. Par exemple, il en a fait un qui est excellent sur les bouilleurs de cru, qui s'appelait Jusqu'à plus soif. Bon, ça c'était de la prise directe sur la vie des gens. Hein. Voilà, donc on peut évidemment qu'il n'y a pas que les douairières qui prennent le thé en disant qui a tué le majordome. Le film La Horse, une petite parenthèse, parmi les seconds rôles, il y avait Dominique Zardi que vous avez édité d'ailleurs. Oui, que j'ai très bien connu. Après, je lui ai édité plusieurs livres, qui est Dominique Zardi. Oui, c'est un des troisièmes. C'est même plus un second rôle, c'est un troisième rôle. Mais son nom parle aux connaisseurs et pas forcément à tout le monde. En revanche, on voit sa tête, tout le monde le connaît. Je crois qu'il a participé à 500 films. Lui disait qu'il avait été le comédien français qui avait joué dans le plus de films. Alors des tout petits rôles, par-ci, par-là. Il jouait dans Les Fantomas, il a joué dans plein de... Il jouait avec Attal aussi. C'était toujours Attal et Zardi. Et quand ils arrivaient tous les deux sur un plateau, notamment devant Jean-Pierre Mocky les regardait tous les deux et disait, tiens, voilà le cinéma de A à Z qui arrive. Voilà, c'était un mot de Mocky. Et j'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse aussi évoquer la mémoire d'un des plus grands dialoguistes qui soit, Michel Audiard, puisqu'il est dans le sillage, bien entendu, de Gabin. Il éprouvait beaucoup d'amitié pour Gabin. Audiard, que j'ai eu le plaisir de rencontrer, je crois que c'était en 80 chez Balzac, donc chez le fameux boxeur. Et il m'a regardé et il m'a dit, Audiard, il m'a dit, tu sais, dans la vie, il faut être un peu fêlé, ça laisse passer la lumière. Et c'est devenu, depuis une quarantaine d'années maintenant, un peu ma philosophie de vie. Il est vrai qu'il faut être un peu fêlé dans la vie et ça laisse passer la lumière. Il a repris d'ailleurs cette formule à plusieurs reprises dans certains ouvrages. Mais Audiard, en tant que dialoguiste, donc il a travaillé, je crois, avec Henri Janson au départ sur certains films. Et ensuite, qu'est-ce que vous pensez, Alain, de Michel Audiard, par exemple, en tant que... Alors, c'est un excellent dialoguiste et adaptateur, car il ne faut jamais oublier une chose. Il en parlait, il y a le métier d'adaptateur. Prendre un bouquin et puis dire qu'est-ce qu'on garde, comment on le découpe, etc. C'est très important, et dialoguiste. Malheureusement, je trouve que toute la première partie de son œuvre est remarquable. Maigret étant un piège, Maigret, l'affaire Saint-Fiacre, tout ça, il est excellent parce qu'il est au service. Le dialogue est le soutien de l'action. Chez Hawks, par exemple, c'est très clair. Chez Hawks, on parle beaucoup, mais c'est pas bavard parce que c'est le soutien de l'action. Et d'une certaine façon, c'est chez Sacha Guitry aussi. Bon, on parle que des grands, là. Malheureusement, Audiard a gagné beaucoup d'argent et à un moment, il s'est accoquiné avec Belmondo dans ces films qui étaient toujours construits sur le même modèle, avec en gros Belmondo, en plus petit Audiard. Parfois, il n'y avait pas le nom du réalisateur. Et là, franchement, il n'a pas fait des choses exceptionnelles. Je suis désolé, j'ai revu l'autre jour L'Animal de Claude Zidi avec Belmondo et Raquel Welch. Bon, je peux vous dire qu'en plus, je trouve que Zidi est un metteur en scène à réévaluer. Il a fait des choses remarquables et pas que les ripoux. Mais ça, c'est totalement nul. Il n'y a pas un mot d'auteur à sauver. Il n'y a pas de mot d'auteur. Il n'y a rien, quoi. Enfin, c'est... Alors, j'ajouterais quelque chose pour confirmer ce que dit Alain Pocard. C'est que il faut quand même, c'est que il a gagné beaucoup d'argent. Il est très connu peut-être, mais pas tant que ça, pas au fait de ne pas être obligé de travailler et on n'écrit pas toujours, on ne tombe pas toujours sur les sujets, les réalisateurs, même s'ils sont tous très bons, et à un moment il y a une conjonction qui se fait pas et où les films sont moins bons. Ce qui est sûr, c'est que c'était un formidable dialoguiste. De toute façon, c'est une évidence, mais que lorsqu'il a lui-même fait ses propres films, elle cause pas, elle boit pas, enfin elle fume pas. Il n'y a pas d'histoire, il y a des mots drôles, on rigole, mais par-ci, par-là. Alors, il se trouve que Audiard a été appelé et a fait les dialogues du film adapté de la série noire de mon père. Et mon père me disait, oui, évidemment, il est arrivé, il a retouché un peu les dialogues, pas énormément. Il a mis quelques mots, quelques phrases, comme il savait faire, c'était un maître...
c'est ce qu'il a fait. Mais ça a permis d'avoir le nom aussi d'Audiard, de là. Et après, c'est devenu important. Et ce qui est dommage, oui, c'est que le nom de Belmondo et d'Audiard, non pas qu'ils le méritaient pas, mais étaient toujours en gros, et ça occultait tous les autres ensuite. Et puis il y a aussi, malheureusement, dans la vie d'Audiard, un drame, la disparition d'un de ses fils. Et donc il y a l'Audiard d'avant et l'Audiard d'après. Et qui va donner le seul bon roman d'Audiard, parce que le reste répète un peu ce que tu viens de dire, tout ça. Il y en a un où il parle de la drôle de guerre. Oui, sur ses souvenirs de guerre, c'est pas mal. Qui est pas mal, mais enfin bon, il cherche toujours à imiter Céline, et bon, on reviendra un jour sur Céline. Il a d'ailleurs souhaité, je crois, l'adapter réellement au cinéma. Tout le monde, hein. Même des Américains ont voulu adapter Céline. Mais le problème, c'est qu'il restera que le scénario, parce on peut pas refaire la langue de Céline au cinéma. Tout n'est pas adaptable au cinéma, malheureusement. Mais même sa pièce, L'Église, je crois, il y a au moins 80 personnages, absolument impossible. Il y aurait plus d'acteurs que dans une œuvre de Shakespeare, donc c'est absolument impossible à jouer. En revanche, quand on le lit, c'est autre chose, c'est certain. Alors, vas-y. Non. Peut-être, je voudrais pas oublier, puisque Alain Pocard a parlé d'un auteur que j'ai bien connu aussi, qui est un des grands auteurs de polar, c'est Michel Lebrun. L'ambition... J'en ai parlé. Oui, mais juste une chose, c'est l'ambition de Michel Lebrun, et c'est ce qu'il m'avait dit, et c'est vrai, il a fait 2 livres, l'un qui s'appelle Le Géant, l'autre qui s'appelle L'Autoroute. Le Géant, c'est l'expansion d'un énorme centre commercial, mais on est dans les années 70, c'est nouveau et tout, et c'est toute la vie d'un hyper marché. Et L'Autoroute, c'est toute la vie sur les autoroutes, au moment où les autoroutes commençaient à être un peu partout en France. Et le but de Michel Lebrun, c'est l'ambition que aussi ont tous ces auteurs qui ont fait des romans à la chaîne pour beaucoup, mais ils avaient aussi des ambitions, et l'ambition, malheureusement, alors que ces romans sont excellents, ça n'a pas fonctionné, c'était de refaire sur tous les grands sujets de son époque, de l'époque contemporaine, donc là je parle du temps où Michel Lebrun écrivait ses livres, dans les années 70-80, sur ces grands phénomènes de société, refaire un peu ce que Zola avait fait avec tous ces livres sur la société française de l'époque. Malheureusement, à ma connaissance, il n'a fait que ces 2 livres-là, qui étaient des gros livres, pas des petits, petits livres qui font à peu près 3 fois le nombre de pages de leurs livres habituels. Et ça n'a pas débouché, malheureusement, n'a pas trop rencontré le public que ça devait. Sauf que un jour, il est allé voir un film qui se passait aussi sur une autoroute. Et il m'a dit, c'est curieux, je retrouve beaucoup de choses dans mon livre, mais faire des procès, vous savez, c'est très difficile, parce qu'en France, le plagiat, c'est mot à mot. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus plaidable, je veux dire. Mais en France, malheureusement, c'est plus compliqué. Alors maintenant, quand on retrouve ce qu'un auteur a écrit et qu'il le retrouve brusquement dans un film ou dans un autre livre, peut-être que d'autres ont pu avoir la même idée ou le même... Voilà, je me fais l'avocat du diable, je ne sais pas, il y a des gens qui plagient, il y a des gens qui volent aux autres. Par rapport aux auteurs que nous venons d'évoquer, on peut sauter une génération et découvrir parmi les plus jeunes, si j'ose ainsi m'exprimer, un auteur de polar étonnant, pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, j'ai eu le plaisir de le rencontrer, c'est ADG. Bon, ADG, André Dreux Gallou, son vrai nom c'était Alain Fournier, un nom quand même très lourd à porter quand on est écrivain, parce que ça peut porter à confusion un peu. ADG, j'ai eu le plaisir de le rencontrer chez Denise, à la Tour Montlhéry. J'étais très ami avec Serge de Beketch. Serge de Beketch et ADG étaient très liés depuis leur tendre enfance, parce que... Pas toujours. Non, depuis leur tendre enfance. Ils se fâchaient une semaine sur 2. Vous avez parfaitement raison, Alain. Mais ça a duré jusqu'à la fin de leur vie. C'était des fâcheries à la Pagnole, un peu. Pourquoi aussi? Alors, une des raisons, quand même, de ces fâcheries, c'est qu'en général, ADG s'arrangeait pour faire apparaître Sergueï, en fait, son personnage Sergueï, qui buvait beaucoup, qui était donc éthylique pratiquement au dernier degré. Ce personnage était pratiquement dans tous ses livres. Et Daniel de Beketch, donc, supportait mal de voir, parce qu'elle connaissait bien entendu l'amitié qui liait ces 2 personnages, son époux et ADG, et de voir tourner en dérision un peu Sergueï
dans ses livres. Ça lui plaisait pas beaucoup. Alors je pense que Serge de temps en temps bougeait un peu, mais moi je me rappelle, on arrivait à deux chez Jacques et Denise, Serge et moi, et puis mais quelques minutes plus tard, on était censé déjeuner à deux. Et ADG arrivait. Alors une semaine sur deux, ça se passait très bien. Ils étaient en parfaite harmonie. Et ensuite arrivaient d'autres copains comme Jacques Redon, le dessinateur, et puis pas mal d'artistes. Et puis c'était des déjeuners qui devenaient, comment dirais-je, qui n'en finissaient plus, quoi. Qui devenaient des dîners. Des dîners, oui, c'était des déjeuners dînatoires. C'est un peu ça. Et jusqu'à 20h, on refaisait le monde avec des acteurs comme Guy Grosso aussi, qui était souvent avec nous, et puis Raymond Moretti, le peintre. Enfin, c'était d'ailleurs son antre à Raymond. Voilà, c'était des grands moments. Et c'est là où j'ai apprécié ADG en tant que conteur. C'était un personnage étonnant. Un de ses romans, d'ailleurs, a été adapté au cinéma. Ces messieurs trop tranquilles, d'ailleurs, le film de Lautner, en partant d'un de ses romans. Donc, je pense que ce personnage, cet auteur, est un peu au purgatoire actuellement, et c'est dommage. Il reviendra, faut dire qu'il a été un peu marqué aussi. Je voudrais dire, vous parliez des grandes conversations de tous ces gens, j'en ai connu une grande partie également. Il y a une chose, même ceux qui n'avaient pas fait d'études, d'ailleurs c'est pas l'étude qui apporte la culture, tous ces gens étaient d'une culture, d'une connaissance extraordinaire, et ils pouvaient donc, le temps n'avait plus d'importance quand ils se mettaient à parler, pour plaisanter, pour expliquer, pour s'engueuler, c'était à partir toujours de citations de gens, on sentait qu'ils avaient du coffre, ils avaient de quoi alimenter des conversations qui forcément étaient passionnantes, et ceux qui étaient là, moi je les ai connus beaucoup, j'étais beaucoup plus jeune, donc je les écoutais plus que je n'intervenais, c'était passionnant de les entendre. C'était jalonné d'anecdotes en permanence. C'est pour ça que dès que Serge commençait à parler, puis il avait un ton, il était extraordinaire. Comme bon, il a été aussi sur Radio Courtoisie longtemps, il a créé son libre journal et également le journal de la France courtoise. Moi, j'ai connu à cette époque-là où je faisais de l'édition d'art et de bibliophilie. Il avait toujours la gentillesse de parler de ces vieux métiers du livre qui remontaient à la grande tradition des moines copistes, parce qu'on travaillait un peu dans cet esprit-là. Donc, c'est ce qui nous a liés, c'est ce qui m'a permis de bien le connaître au début des années 80 à peu près. Puis malheureusement, il nous a quittés il y a déjà longtemps, il y a presque 14 ans maintenant aujourd'hui, et j'ai l'impression qu'il est encore parmi nous. Et quand je pense à Serge, je pense à ADG, parce que c'est deux personnages qui étaient aussi lumineux d'ailleurs dans leur domaine. Si tu as vous avez l'un ou l'autre une petite anecdote à nous raconter sur ADG ou sur d'autres auteurs de cette époque-là, c'est-à-dire de cette génération-là. J'ai connu ADG, mais j'ai pas spécialement d'anecdotes. Je voulais juste faire remarquer, pour en venir au polar, avant que de peur d'oublier, c'est que tous ces auteurs écrivaient dans un format, que ce soit Série Noire, Presse de la Cité, Fleuve Noir et tous les petits éditeurs et tout, des années en gros d'après-guerre jusque dans les années 80. Il y avait les éditions Gérard de Villiers, ensuite il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'éditeurs, tout ça, mais c'est toujours un format poche. Et aujourd'hui, au niveau du roman policier, il y a ça n'existe quasiment plus. Aujourd'hui, les gens qui écrivent, la nouvelle génération qui écrit des romans policiers fort bons d'ailleurs, les Granger, les Tilliez et autres, l'écrivent généralement en grand format, pas sans poche ensuite peut-être, mais ils sont d'abord en grand format. Et en fait, tout ce que ces auteurs écrivaient comme histoire et tout, aujourd'hui, enfin, ça a été transporté dans les séries télévisées. Et maintenant dans les séries Netflix, Amazon, Canal+, et tout. Voilà, vous voyez, c'est plus les mêmes, évidemment, c'est plus la même génération, mais c'est la même tradition de ces histoires policières qui se transportent. Pas tout à fait, parce que ces gens-là écrivent pas des histoires de dur. Ils écrivent plutôt ce qu'on appelle d'ailleurs du thriller, c'est-à-dire du frisson. Ça a changé aussi. Mais le milieu a changé. Oui. Voilà. Je parlais au tout début de notre émission où mon père, quand il est arrivé à Paris après la guerre, habitait dans un hôtel où vivaient des prostituées, mais où elles ne travaillaient pas, elles ne recevaient pas. Et donc, il était devenu copain avec toutes les prostituées là. Il m'a dit, jamais, bien évidemment, il aurait pu
profiter de leur charme, en payant ou en pas payant. D'ailleurs, le problème n'était pas là. Il me dit jamais j'aurais voulu avoir quoi que ce soit, parce que dans ce cas-là, nos relations auraient changé et je n'aurais plus été l'ami, l'écrivain qu'il est dans sa chambre, à qui le soir à l'apéro, elle venait pour se reposer d'une dure journée de labeur. Et du coup, elle lui racontait sur la psychologie des gens, sur les aventures, sur les histoires du milieu et tout. Et ça lui a donné une matière pour ses livres énorme. Mais c'était une époque avec le milieu, les truands. Il en a connu aussi voilà, il fréquentait, parce qu'on les fréquentait dans les bars. On ne devenait pas truand parce qu'on prenait un verre avec un truand ou qu'on jouait éventuellement aux cartes. Mon père était joueur professionnel avant de devenir romancier. Donc, il a connu plein de gens comme ça, mais ça n'a plus rien à voir. Forcément, si le trieur, je pense, s'est changé, c'est que le milieu aujourd'hui n'est plus celui des années 50, 60, jusqu'à 70. Quoi. Il y a aussi une chose qui est très importante, c'est l'anglo-saxonisation de nos sociétés, et que les gens qui écrivent des thrillers chez tel ou tel éditeur s'appellent Connelly, s'appellent Cornwell, s'appellent Mary Higgins Clark, c'est tout. On est quand même dans une domination culturelle anglo-saxonne. Alors qu'avant, on s'en servait un peu pour la dépasser ou en jouer, mais là, on n'a plus les moyens. On est dans l'œil du cyclone yankee. Hein. Bon. C'est pour ça que l'action de ces polars que nous sommes en train d'évoquer se passe très souvent dans les cafés, dans les hôtels, dans ces milieux où la vie populaire se développe, où on rencontre des personnages, des mafieux corses avec ces femmes, ces vampes un peu bon, qui ne représentent pas tout à fait l'image que la femme souhaiterait. L'argot qui était aussi, beaucoup fait pour le roman policier aussi. L'argot, alors plus le parler populaire que l'argot. Oui, hein. Les deux sont et puis et les fameuses traductions de Duhamel en titre qui n'avait rien à voir avec le titre original. Non, moi il y a une chose que j'aimais beaucoup dans le polar dans cette époque et qui vient aussi en grande partie des États-Unis, mais Lebrun l'expliquait, c'est-à-dire le polar, qu'est-ce que c'est ? C'est un type, il sort de chez lui, il prend une tuile sur la tête, au propre comme au figuré, et d'un seul coup, tout va commencer. C'est le début de Retour à Tillary Street de William Irish, par exemple. Voilà. C'est des choses, à partir d'un petit fait, de rien du tout, on va remonter à l'univers. Qui change la vie complètement de... Non, tout complètement, oui. Alors moi, je voulais parler d'un écrivain qui n'a pas fait que des polars, mais qui a fait des polars comme un écrivain de haute volée qu'il était, c'est Hubert Monteillet. Je n'ai jamais oublié qu'il a commencé... chez De Noël sur Froide, qui est une autre collection dont on n'a pas parlé, où il y avait plutôt du Boileau, Narcejac. Alors là, c'est plutôt ce qu'on appelait le suspense. Hein. Mais il a fait des polars qui étaient, il a fait une version du Cid, par exemple, entre un policier franquiste et la fille d'un anarchiste espagnol. Qu'il est joli garçon, l'assassin de papa, etc. Voilà, c'est aussi des gens qui ont montré finalement l'extrême universalisme du polar. D'ailleurs, à la rigueur, moi je me suis souvent posé la question si le véritable auteur, le premier auteur de polar français, c'est pas Honoré de Balzac. Car qu'est-ce que fait Honoré de Balzac ? Il montre le dessous des choses, ce qui n'est pas apparent. Or, le principe du polar, qu'il soit d'ailleurs hardboiled, whodunit, thriller ou suspense, c'est de montrer ce qui est caché, d'arriver à montrer les arcanes. Remonter à Stendhal et le Rouge et le Noir aussi. Parce qu'il y a un assassinat. D'abord, Balzac est antérieur à Stendhal. Bon, moi je dirais que le grand auteur du polar, c'est Balzac et suivi donc par ces auteurs auxquels on pense, comme Émile Gaboriau dont on parle, on en parlait tout à l'heure. Le Blanc, donc, et puis aussi Souvestre, Alain, etc. Ce sont des grands auteurs qui ont marqué leur époque. C'est vrai que Fantômas, c'est un personnage qui apparaît 2-3 ans avant la Première Guerre mondiale, qui annonce la folie collective, la folie qui va s'emparer un peu du siècle quelques années après. Je suis pas si sûr que ça, je dirais plutôt que c'est le vieux symbole du démiurge.
de celui qui crée le monde à la place de Dieu, quoi. Voilà. Le professeur Tullard, qui n'a jamais écrit un roman policier de sa vie, mais qu'on a lu énormément et qui a sorti un excellent dictionnaire du roman policier chez Fayard, par exemple, dans son dictionnaire, j'ai trouvé le personnage de Zygomar. Bon, quand on parle de Zygomar aujourd'hui, on dira, toi, t'es un Zygomar, un rigolo et tout. Non, c'était un génie du crime avant Fantomas. Et il y avait d'ailleurs beaucoup à cette époque. Non, je crois que ce qu'il faut retenir du polar, c'est vraiment ce qui est en dessous des choses. Voilà. C'est ça la grande définition. Et ça nous place dans un milieu souvent populaire, et on rentre avec, je pense à Gaboriau, avec surtout à Émile Gaboriau notamment. On est vraiment dans le vieux Paris de l'époque, en réalité. C'est ça un peu l'art du polar. Et dans les années 50, on le retrouve encore. On va nous reprocher d'être très parisien, mais le polar n'est pas que parisien. C'est partout. Bon, c'est vrai que Paris a toujours capté un peu ADG, justement, est le chantre de la province. Voilà. Bon, mais Léo Mallet est le chantre de Paris. Ah oui, c'est le 13e, avec le 13e arrondissement. Un Paris assez dégueulasse dans les années 30 à 50, où les toilettes sont sur le palier. Où... Il y a un gars qui a fait 2 polars aussi, qui décrit des taudis innommables. C'est un nommé René Piljean. Je sais pas si... de nom, voilà, bon. C'est-à-dire, on voit vraiment le polar aussi qu'on retrouve dans des films qui n'ont rien de polar, mais comme l'Enfer des anges de Christian Jacques ou le Carrefour des enfants perdus de Léo Johannon, enfin, des choses comme ça. Le roman policier, quand il est écrit par l'auteur, c'est quand même, à moins de faire du polar historique, parce que maintenant il y a eu le polar historique ensuite qui s'est fait, mais généralement les auteurs de romans policiers dont on parle, qui sont sur l'émission, surtout des gens qui parlaient de la vie à l'époque où ils écrivaient le roman policier. 20, 30 ans après, ça devient presque des romans historiques dans l'ambiance, dans les rapports, les dialogues des uns et des autres, des choses où on découvre, comme on lirait un livre d'histoire sur les mœurs du 19 ou 18e siècle. Ça va vite, surtout à notre époque où ça... Et il peut prendre une dimension un peu fantastique quand il est écrit par un auteur comme Paul Véry, parce que vous venez de parler à l'instant. Pierre Véry, excusez-moi. Pierre Véry, Les Disparus de Saint-Agile, notamment. J'étais en train de penser. Alors, Pierre Véry, après Simenon et Balzac et Alexandre Dumas, est un des auteurs les plus adaptés au cinéma. Il y a énormément de choses qui ont été faites autour de lui. L'assassinat du Père Noël aussi, notamment. Il y en a pas et aussi. Puis, comment dirais-je, il a fait toute la série, comment dirais-je, avec, en adaptant notamment. On a mal révisé, voilà la vérité. Non, c'est pas ça, ça va nous revenir. Mais Pierre Véry, c'est un auteur oublié aujourd'hui, et en fait, il a fait beaucoup d'adaptations radiophoniques aussi, à l'époque où les gens n'avaient pas la télévision, donc ils écoutaient la radio, et c'était des émissions enregistrées. Qui faisait l'inspecteur Vitos? Ah oui, dans les mailles de l'inspecteur Vitos. Parce que c'était les bas Vitos. C'était les bas Vitos qui finançaient. Qui faisait ça? Je crois que c'est un auteur de polar qui a eu sa petite heure de gloire aussi. Oh là 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 là. Mais en même temps, les téléspectateurs là qui nous voient, ils doivent se dire, mais s'ils sortent pas de l'émission en disant, bon sang, je vais acheter des polars, des classiques, je vais acheter du Ken, je vais acheter Le Brun. Ajouter une chose, c'est qu'il y a nombre, on en a cité un, mais il y a nombre d'auteurs qui ont fait une carrière ensuite tout à fait dans d'autres genres littéraires, mais qui ont écrit des polars, qui ont commencé par des polars. L'écrivain Gilles Perrault a commencé par écrire des romans policiers. Et il signait Gilles G.I.L. G.I.L, voilà. Et il y a plein de gens. En fait, le roman policier a fasciné toute une époque. Je sais pas si aujourd'hui le roman policier fascine autant. À l'époque, nombre de gens étaient. Voilà. La série dont laquelle je faisais plusieurs. C'est Goupil Main Rouge, voilà. Goupil Main Rouge, voilà. Qui est un polar, d'ailleurs.
c'est un polar, absolument, c'est un polar. Il faut voir les acteurs qu'il y avait dans ces films-là. Philippe Randa a raison. Moi, avant de commencer une carrière brillante, mais un peu confidentielle, j'ai écrit quelques polars sous le pseudonyme de Humphrey Pocard, n'est-ce pas? Et alors, ça faisait, évidemment, on me met dans les dictionnaires du polar, parce que c'est le gag. Bon, j'en ai fait 5 ou 6. Justement, le Humphrey Pocard me fait penser à une petite anecdote, mais qui est très révélatrice. Quand mon père a présenté son premier roman au Fleuve Noir, donc il était auteur série noire sous le nom d'André Duquesne, aux Presses de la Cité sous le nom d'André Duquesne aussi, parce qu'il avait basculé, mais il était en exclusivité sous ce nom-là. Donc au Fleuve Noir, il ne pouvait pas signer, sinon il aurait signé tous ses livres de son nom, André Duquesne. Pourquoi est-ce qu'il a pris un pseudonyme? Pas parce qu'il pouvait pas il pouvait écrire ailleurs, mais sous pseudonyme. Donc, et là, donc c'est accepté, c'est bon le truc. Et au fait, vous signez de quel nom? Il avait pensé à tout, sauf, il a pensé à Randa. Alors pour la petite anecdote, c'est pas Randa. Il m'avait toujours dit, c'est le Viking qui a découvert l'Amérique, voilà. Et j'ai cherché longtemps et je me suis dit, bon, ça, j'ai l'impression qu'il a un peu inventé cette histoire. Jusqu'à temps que quelqu'un qui s'appelle Gérard Le Tailleur en face de moi m'apporte la preuve dans un de ses livres qu'effectivement, Leif Erikson de la lignée des Randa avait découvert les États-Unis. Voilà, petite anecdote, pourquoi Randa? Voilà pourquoi mon père dit Randa. Et l'éditeur Armand de Caro lui dit, bon, et le prénom? Et là, c'est le directeur de collection qui a dit Peter, parce que ça fait américain. Bon, ce qui n'était pas fait pour faire plaisir à mon père, mais et du coup, bon, voilà, et il a signé Peter Randa et il a fait la plus grosse partie de sa carrière sous ce nom-là. Mais parce qu'à l'époque, le roman policier aussi était très attaché au côté anglo-saxon. On voulait des auteurs français, on appréciait les auteurs français, mais plus ça faisait américain, meilleur c'était déjà à l'époque. Et votre père aimait bien la mythologie scandinave. Oui, il préfère la mythologie scandinave à l'American Way of Life, c'est vrai. Alors, un excellent auteur de polar, et lui, il a une chance extraordinaire. Il a publié 10 polars, il en a 8 adaptés au cinéma, c'est Fred Cassac. Or, il s'appelle pas Fred Cassac, il a un nom bien français que j'ai encore oublié, bien sûr, mais il a pris simplement, on lui dit il faut un pseudonyme anglo-saxon. Il a pris le nom de famille de sa mère qui était tchèque, Cassac, et l'éditeur n'y a vu que du feu. Il a dit Cassac, ça fait anglo-saxon, alors que c'est tchèque, tu vois. Et lui a travaillé sur cette série Les Maîtres du Mystère. Je crois que c'est lui qui a fait l'inspecteur Vitos. Je crois que c'est Fred Cassac. Ses livres étaient d'une drôlerie. Il publie 10 bouquins, 8 adaptés au cinéma, dont un avec des dialogues d'Audiard, où on voit Alain Delon en invité à la fin. Dans la dernière scène, il y a Alain Delon fait une panouille, quoi, par amitié. Et il ne faudrait pas oublier de parler d'un ami d'ADG que vous avez bien connu également, et qui, avec Maurice Bernard Andreb, qui dirigeait des collections Masques, avec Jean Bourdier, le chroniqueur littéraire, avait créé les Maîtres de la littérature française, une collection qui a eu son heure de gloire chez les éditeurs, et chez 2 ou 3 éditeurs, et ça a fini au Fleuve Noir. D'ailleurs, la collection a été reprise une dernière fois au Fleuve Noir. Ils ont été des précurseurs également. C'est pas Louis C. Thomas? Non, c'est Maurice Bernard Andreb et Jean Bourdier qui avaient créé cette collection. Jean Bourdier, grand personnage que vous avez édité d'ailleurs. Jean Bourdier, et Louis C. Thomas, qui était un auteur aveugle, qui écrivait avec une règle. Il écrivait une ligne sur une règle, il faisait tourner sa règle et tout. Je me rappelle de Jean Bourdier chez lui à 3-4 heures du matin. C'est un dîner qui avait un peu duré avec quelques amis. Nous étions chez lui à Paris. Et il m'a dédicacé, il a réussi à trouver dans sa bibliothèque le pamphlet qu'il avait fait contre le comte de Paris. Et, comment dirais-je, il me l'a dédicacé à 3-4 heures du matin, et je le garde précieusement. Mais Jean était un personnage très attachant. Il parlait peu, il se mettait à parler quand il se sentait en forme, en phase, en harmonie avec les personnes qui étaient autour de lui. Et il devenait très... Au témoin d'un doute, il n'écrivait pas que sur les polars, il écrivait sur la littérature. Non, bien sûr, il avait écrit des chroniqueurs littéraires. Et de l'époque où les chroniqueurs littéraires, lui m'avait expliqué une chose. Grand journaliste aussi. Quand un livre ne lui plaît pas, il n'en parle pas. Quand il est obligé d'en parler,
Il n'en dit pas de mal parce que c'est le truc, mais il parle de tout à fait autre chose que ce qu'il y a dans le livre. Lui ne voulait parler que de livres qui lui plaisaient. Et là, on s'écarte un peu du roman policier, mais il a été un de ceux qui a permis de découvrir Vladimir Volkov en France. Là, c'est plutôt de l'espionnage, voilà. Mais ça faisait, voilà, en fait, les auteurs apprécient relativement peu les critiques littéraires, parce que beaucoup de critiques littéraires se font un plaisir de descendre un livre, un auteur. Et qu'ils aient raison ou tort, le problème n'est pas là. Mais quel est l'intérêt de descendre un auteur ou un livre ? Un auteur qui vous plaît pas, un livre qui vous plaît pas, on n'en parle pas, point. On ne parle on doit donner envie de parler et de faire lire des livres. Donc, et Jean Bourdier faisait partie de ces critiques littéraires qui donnaient envie de lire des livres. Vous avez envie de commenter un petit peu ce qui est en train Volkov a fait des polars aussi. Il a fait des polars aussi. Alors, mais alors justement, il y a James Bond a fait énormément de tort aux polars français, car les éditeurs demandaient à leurs auteurs, y compris Lebrun m'a dit, j'étais obligé d'écrire des espionnages et ça m'ennuyait de faire des espionnages. Je préfère le polar. Bon, c'est deux choses tout à fait différentes. Alors, il a connu Jean Bruce, votre père aussi, donc oui, il a créé Hubert Bonitor de Labatte, le fameux OSS. Alors, il faut savoir, pour parler des auteurs de romans policiers qui se sont retrouvés dans ces situations-là, oui, au Fleuve Noir, mon père avait une grande production, il fallait donc évidemment, il a une grande production possible parce qu'il avait besoin de beaucoup d'argent, donc, mais comme on pouvait pas non plus lui publier tout de suite, si vite, trop vite, tous ces romans policiers, romans de science-fiction, l'éditeur a lui-même fait chantage, pas en lui faisant écrire d'espionnage, mais en lui faisant écrire des romans d'angoisse pour une collection, parce qu'il avait besoin de fournir sa collection d'angoisse, l'éditeur. Et donc, il a écrit 5 livres d'angoisse pour avoir dans l'année un roman policier de plus publié, et non pas que ça attende, parce qu'évidemment, après, il touchait les droits plus tard, quoi. Il fait tout ça. Donc, évidemment, les éditeurs sont capables de tout, je ne ferai pas de commentaires. Moi, j'ai toutes les casquettes, donc je peux me permettre. Et là, on faisait, pour un certain nombre, du chantage. Mon père, on lui a fait un chantage, entre guillemets, lui dire, voilà, j'ai besoin de livres d'angoisse pour ma collection, écrivez... des livres d'angoisse. Et il se trouve que Parodie à la mort, que les éditions French Pulp ont réédité il y a peu, passe aujourd'hui auprès d'amateurs et pour des bons romans de cette collection. Alors que mon père l'a écrit sous contrainte, quoi, c'est clair. Un mot, Alain, sur... Non, moi, ce qui m'intéresse toujours quand je fais une émission, qu'elle soit radiophonique ou télévisuelle, c'est est-ce qu'on va vraiment donner envie de lire aux gens qui nous regardent ? Alors peut-être qu'on pourrait terminer en disant, voilà, de citer un polar de préférence disponible, on pourra, voilà, ou 2 ou 3, mais vraiment dire, lisez ça, c'est formidable et tout. Voilà, malheureusement, il y a énormément de polars qui ont disparu, mais il y a toujours des librairies qui vendent des polars d'occasion. Oui, il y a toujours. Alors, si on veut, pour retrouver tous les auteurs dont on a parlé, Alain Pocard et moi, évidemment, maintenant, c'est les bouquinistes, c'est les livres d'occasion, et beaucoup de libraires vendent ces livres d'occasion sur Internet. Les éditions French Pulp... Oui, vous allez faire un tour le week-end au marché Brassens, rue Brancion, il y a absolument tout pratiquement disponible sur place. Il faut quand même parler des éditions French Pulp qui voulait relancer justement la littérature populaire en éditant notamment tous les anciens auteurs du Fleuve Noir, mais pas que, puisqu'ils ont fait aussi des créations et tout. Bon, elles se sont arrêtées l'année dernière, mais je sais, pour être en contact avec elles, je sais que ces éditions vont renaître dans l'année sous les éditions AZ. On va retrouver donc une bonne partie de tous les auteurs et qui font déjà énormément de téléchargements numériques. Téléchargement numérique, ça peut-être offusquer certains lecteurs, mais de fait, faut tenir compte de ce marché qui va permettre à plein de textes qui n'auraient jamais été réédités d'être de nouveau disponibles, parce que un roman est fait pour être lu et relu et toujours, voilà. Mais faut-il encore pouvoir le trouver? Faut-il savoir qu'il existe? Faut-il donner envie? Et actuellement, en France, le téléchargement numérique ne marche pas tellement pour quel que soit le genre ou l'éditeur, mais
je pense que ça va être un créneau. Ça va pas remplacer tout, mais ça va être un créneau dans le futur. Il faut pas le négliger. Et moi, je suis content que des romans policiers, un certain nombre de mon père et de moi pour parler de ce qui nous concerne, mais aussi de plein d'auteurs, sont disponibles grâce à donc maintenant les éditions AZ cette année, justement, en téléchargement numérique. Donnons un titre ou deux chacun. Je préférerais parler des trieurs, j'ai cité Granger et Tilliez, qui sont très connus. Dans les rééditions, je ne sais pas ce qui est trouvable. Je pense qu'il y a tellement de choix, et c'est plus une question de prix puisqu'on les trouve dans les romans policiers. Moi, j'ai cité Le Géant et L'Autoroute de Michel Lebrun, qui pour moi sont deux classiques. Ça donne vraiment une vision de l'époque, ce qui a été un hypermarché. Les hypermarchés sont en train de disparaître aujourd'hui. C'est en train de il y a des grandes surfaces, mais c'est plus comme l'hypermarché, ce que ça a été dans les années 70. Cette nouveauté où ça allait écraser, c'était le mammouth qui allait écraser tout, quoi. Voilà. Et l'autoroute, c'est formidable. Le début de l'autoroute, c'est un restaurateur qui, après avoir terminé son restaurant, tous ses clients sont partis, il est minuit, il a pas envie d'aller dormir, et puis ils sont engueulés avec sa maîtresse, je crois. Il décide d'aller à Rungis pour prendre évidemment tout ce qu'il lui faut pour le service du lendemain. Et donc il part au volant de sa voiture. Puis comme il a des problèmes et tout, il loupe la bretelle pour sortir pour Rungis, et le voilà parti sur l'autoroute. Il dit je vais sortir à la prochaine. Comme il a un peu picolé, à l'époque on pouvait encore picoler. Il dit voilà. Et là le voilà engagé sur l'autoroute. Et là il ne va pas en sortir. Il ne peut pas en sortir. Voilà, il lui arrive plein d'aventures. Voilà pour moi un des deux romans. Alain a sûrement d'autres titres. Quand même, un chef-d'œuvre. Alors, c'est un Américain, mais enfin là, côte Est, La Sirène du Mississippi de William Harris, qui est un roman d'ailleurs qu'on aurait pu trouver dans la collection blanche. Hein. C'est vraiment du très très grand. Et puis pour le reste, fouiller, quoi, voilà. Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission où notre ami Alain Pocard, notre ami Philippe Randa nous ont livré un peu leur amour respectif là pour cette période des années 50, particulièrement ces polars marqués par le père de Philippe, notamment Peter Randa, et puis combien de pseudonymes derrière d'ailleurs. Près donc, comme on l'a dit à une ou deux reprises, il y a près de 300 livres écrits. Et puis notre ami Alain Pocard aussi, qui a écrit sur ce sujet, sur la série B aussi, c'est un personnage au cinéma. Voilà, au cinéma, j'entends bien, voilà. Eh bien, écoutez, on espère qu'au terme de cette émission, vous aurez envie de redécouvrir ces romans que l'on a évoqués. Et on vous donne rendez-vous à l'occasion d'une prochaine émission sur ces sujets qui nous passionnent tous. Merci.